Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du JT des concours. On se retrouve pour les premiers jours du concours Écricom. On va analyser dans un premier temps les trois épreuves de maths, maths appliquées, maths approfondies, maths T. Et ensuite, on va se plonger sur les sujets de langue, notamment la LV2 anglais et espagnol pour justement bien préparer les épreuves qui arrivent. En tout cas, premier tiers du concours Écricom qui est finalisé et on va être accompagné d'Olivier Sarfati qui est directeur et fondateur de MyPrépa. Salut Olivier, est-ce que tu peux rapidement te présenter, t'introduire s'il te plaît? Oui, bonjour Dorian. Merci de m'inviter sur ce live Mister Prépa, premier du nom pour ce cru écrit comme 2024. Donc moi, je suis Olivier Sarfati. Ça fait maintenant presque 30 ans que je suis dans le monde de la prépa. Je n'ai pas quitté, comme je dis souvent à mes élèves, je suis en prépa depuis près de 30 ans. J'ai fondé MyPrépa en 2012. En même temps, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle, que vous voyez ici, Les secrets pour intégrer HEC. Et puis, on a lancé une prépa à Paris en 2019. Et donc, aujourd'hui, je suis directeur de prépa. J'enseigne les mathématiques chez MyPrépa avec toute une équipe d'autres professeurs de mathématiques. Et donc là, je me fais une joie de pouvoir commenter ces sujets écrits-com. Pour moi, les sujets écrits-com sont les sujets sans doute les plus intéressants parce qu'ils balayent un large champ de chapitres. Et donc, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi, Dorian. Eh ben génial. Donc là actuellement à l'écran pour les étudiants, donc il y a le donc là on est en train de partager donc l'instant concours. Donc là c'est sur le site de Mister Prépa dans l'instant concours, c'est l'endroit je dirais où en fait directement on centralise en fait l'ensemble des sujets donc qui tombent pour le concours et là donc ici on va directement se plonger en fait dans un premier temps sur la partie donc des maths appliquées, donc le sujet de maths appliquées qui va s'afficher dans un instant directement auprès des étudiants. Donc là, on se penche sur le sujet. On va faire un petit zoom et on va être bon logiquement. Donc Olivier, bah là on a le sujet donc qui est disponible du côté des étudiants pour les étudiants. Dans un premier temps, comment un petit peu tu perçois ce sujet écrit comme qui est toujours assez surprenant pour les étudiants? Alors là, les étudiants voient ce que je suis en train de pointer. Là, bah, juste là dans un instant, là tout de suite il voit. C'est tout bon. Ouais, ok, très bien. Donc, on va analyser depuis notre plateforme le sujet. Donc, moi, je trouve, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un sujet qui était très complet. Donc, c'était une bonne idée de passer Écricom pour ceux qui visent peut-être au-dessus d'Écricom. C'est toujours une bonne idée de passer ce sujet d'Écricom. On avait du coup ici un premier exercice qui parlait de variables aléatoires, de suite et de série. On pourra rentrer dans le détail ensuite. Donc, ça, c'était le premier exercice qui était de difficulté. Le début était très, très classique. Ensuite, c'était un peu plus exotique avec un appareil, donc une machine qui fonctionne encore à l'issue, voilà, donc une durée de vie d'appareil qui fait penser à des vieux sujets. C'est des thématiques qui sont assez récurrentes. Par exemple, sur HEC 2000, tu avais aussi ce genre de problématique-là. La nouveauté, c'est qu'ici, il y avait une partie 4 qui balayait la partie SQL, tout ce qui est base de données. Donc, le professeur qui enseigne les bases de données chez nous nous a dit, moi je ne l'ai pas traité cette partie-là, nous a dit que c'était vraiment une application directe du cours, donc c'était sans doute une partie qui était jouable. Mais même si on n'avait pas vraiment traité ce chapitre dans le détail, on pouvait se battre ensuite sur l'exercice 2. Alors l'exercice 2, exercice selon moi très technique, où il y a des questions classiques, mais d'autres où il y avait notamment ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse, on va peut-être y revenir juste après, qui n'était pas si évident. Donc, on zoomera sur quelques questions là-dessus. En partie 2, des équations différentielles. Pas très difficile, vous voyez, c'est ici une équation différentielle assez simple. Donc, quand on connaissait le cours, c'était assez simple ensuite de pouvoir faire la suite. En partie 3, là, on avait une partie qui est souvent négligée par les élèves, la connaissance de la loi normale. Loi normale qui tombe quasiment tous les ans en concours. Là, on avait ici encore une loi normale, un peu pas loi normale centrée réduite, une loi normale de paramètres moins a 1 demi. Et ensuite, on faisait le lien avec la loi normale centrée réduite qui nous permettait ensuite de faire du Python. Et le Python était très intéressant, donc on reviendra un petit peu dessus. Et puis, on terminait donc par un exo 3 qui, lui, sans doute, était le plus simple au début, en tout cas, quand on regarde le début.
on reconnaît une matrice qu'on a quand même beaucoup traitée, la matrice, je l'appelle J chez MyPrépa, J où il n'y a que des 1 en fait. Quand on fait M plus I, en fait, on rejoint la matrice J avec que des 1 et cette matrice-là est très classique. On va en voir un petit peu les quelques rudiments tout à l'heure. Et on avait ensuite en partie 2 des graphes et en partie 3, mélange graphe, chaîne de Markov. Donc c'était sans doute le sujet, l'exercice le plus simple. Donc après, au niveau de la stratégie, quelle stratégie adopter Dorian sur un sujet comme ça? Moi, je pense que là, ici, il n'était pas forcément nécessaire de commencer par le 1. J'aurais sans doute, je me mets à la place d'un étudiant, on va dire, de niveau intermédiaire, sans doute l'exercice 3 était quand même très jouable. Là, on avait vraiment ici des grands classiques que vous avez sans doute dû faire. J'aurais ensuite fait l'exo 1, parce que l'exo 1, il y a quand même des grands classiques aussi. Hein. Et j'aurais terminé par l'exo 2, qui lui était quand même technique sur les intégrales. Et on sait que souvent les maths appliquées ont un peu plus de mal sur les chapitres d'intégration, intégrale impropre. Là, donc j'aurais moi plutôt adopté cette stratégie. Là, je vous ai mis un énoncé du major, l'un des majors chez MyPrépa, ce qui vous permet de voir quel est l'étalon. Et donc cet étudiant aura sans doute 20. Donc quel est l'étalon pour avoir 20? Ben là, vous avez à peu près, donc passons ça en revue et après on rentrera dans le détail des questions si tu le veux bien, Dorian. Donc Bien sûr. là, tout l'exo 1 a été traité quasiment en intégralité, sauf peut-être ici une petite vague, je ne sais pas ce que ça veut dire, je demanderai. Et peut-être la 11, il ne l'a pas traité. Ensuite, exo 2, quasiment tout a été fait, sauf la 2. Et la 2, on va la faire parce que c'est une question très sympa. Ensuite, là, il a tout fait dans la partie 2. Partie 3, tout fait aussi, y compris le Python qui était très bien, on va le refaire. Et puis, exo 3, il a aussi presque tout fait. Donc, sauf à partir de 9B, à partir de la question 9B, il n'a pas traité. Donc là, on a une copie qui aura sans doute 20, voire plus. Donc, le 20 est à peu près là-dedans. Donc, Et justement, si vous n'avez pas tout fait, ce n'est pas grave. Et justement, question qu'on a reçue, Olivier, en ce sens, c'est justement, question qui reviendra souvent, c'est justement le 20 sur 20. À ton avis, combien de pourcentage du sujet de ce maths appliqué écrit comme faut-il avoir pour un 20 sur 20 cette année? Eh bien là, moi je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que l'étudiant qui m'a envoyé le scan aura plus que 20. Donc, Ok. disons qu'il est 20. S'il a 20, je pense que le 20 sur 20 sera autour des 2/3, voire 3/4 du sujet. Donc, c'était quasiment infaisable de tout terminer. Il y en a forcément qui ont tout terminé, mais ceux qui ont tout terminé peut-être ont négligé la rédaction sur certaines questions. Typiquement, l'exercice 2, il y avait des points de rédaction qui étaient vraiment délicats si on voulait bien les rédiger. Donc, moi, je pense qu'en faisant 2/3 du sujet, on peut être très serein. Donc, ça veut dire faire 2 exos plus une partie ou deux du troisième exo, par exemple. Euh, ça peut sentir très bon. Après, il faut faire attention. Hein. L'échelonnement des notes n'est pas linéaire. C'est-à-dire que avoir, en tout cas aux parisiennes, écrit comme, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais typiquement, peut-être que le 20 est à 3/4 du sujet, mais le 18 est à la moitié du sujet. Là, je dis peut-être quelque chose d'absurde, hein, c'est juste pour que vous compreniez que ce n'est pas linéaire. On peut très bien avoir fait exo 1, exo 2 et avoir 18, par exemple, si on les a très bien fait. Donc là, vraiment, soyez rassurés sur moi, souvent, ce que je dis aux élèves, c'est que sur les sujets écrits comme, la bonne stratégie, qui est d'ailleurs la même stratégie que pour l'EDEC et pour le M-Lyon, la bonne stratégie, c'est de ne jamais rester plus de 5 minutes bloqué sur une question. Parce que, comme c'est interminable et que les questions sont quand même dans l'ensemble jouables par rapport à ce qu'il y aura au Parisien, ou c'est d'autres stratégies, et bien là, on peut se permettre de sauter. Et donc, si vous n'avez pas tout fait, c'est pas grave. Il ne faut surtout pas bloquer sur une question. Donc voilà, Ok. Lorient, Ben, en gros, entre deux tiers du sujet, pour moi, on est sur du presque 20. et du coup, Aurélia, pour répondre à ta question, donc il nous a dit si on a fait presque que l'exo 3, bah, l'exo 3, grosso modo, c'est un petit peu plus d'un tiers du sujet.
S'il est très bien exécuté et que derrière, tu as réussi à grappiller des questions qui étaient accessibles au niveau de l'exo 2 et de l'exo 1, tu peux réussir à chercher la moyenne pour Ecricom. Et comme Olivier l'a dit, c'est pas parce que par exemple le 20 se situera peut-être à 70% que si vous avez fait 35%, vous avez la moyenne. C'est ça qu'il faut voir parce qu'il y a un ventre mou au niveau des maths et forcément il y a un écart type qui est appliqué et donc forcément une personne qui a fait 45% peut réussir à avoir peut-être 4 points de plus qu'une personne qui a fait seulement 38%. Donc on va se pencher un petit peu plus dans l'analyse et répondre un petit peu aux questions là qui commencent à tomber. Donc on va se pencher donc au niveau de l'exercice 1. Dans un premier temps, Olivier, on va remonter un petit peu et on va du Ouais. coup analyser cet exercice 1 dans les grandes lignes donc au début au niveau de la partie 1 et encore une fois n'hésitez pas à poser toutes les questions. Après on va analyser les maths à pro, les maths ECT et on va passer ensuite avec un étudiant pour la partie des langues. Donc c'est parti pour le début de l'exercice 1. Oui, donc j'ai sélectionné quelques petites questions parce qu'elles sont très importantes pour les épreuves qui vous attendent la semaine prochaine. On ne va pas rentrer dans le détail du taux de panne ou la partie 2, mais sur la partie 1, notamment, quand on a ici ce qu'on appelle l'anti-répartition, P de X strictement plus grand que K, ça, c'est un grand classique. Et quand on nous demande en question 1A, donc là, question 1A, quand on nous demande calculer RK de X, RK de X, ici, on nous demande en fait P de X strictement plus grand que K, quand X suit, avec X qui suit une géométrique de paramètres P. Bon, là, Dorian, je ne sais pas si tu te souviens comment on faisait ce genre de choses. Ici, il y a deux approches majeures, même faire trois, mais méthode 1, la méthode un peu lourde, c'est de dire que P de X, on peut partir de l'événement d'abord pour que vous compreniez, X plus grand que K, c'est X inférieur ou égal à K bar. Et donc l'idée ici, c'est plutôt de dire, on va faire P de X plus grand que K égale à 1 moins P de X inférieur ou égal à K. Ça, c'est l'idée qui vient le plus souvent. Et une fois qu'on est là, après, on zoome sur X plus petit que K. Et ça, Dorian, en fait, ici, ce qu'il s'agissait de faire, c'est de faire une union. On dit que c'est l'union des X égale I. Comme on est sur une géométrique, ça veut dire que X prend ses valeurs dans n étoiles. Donc, la première valeur de I, c'est 1. Et on va jusqu'à K, puisqu'on veut que X soit plus petit ou égal à K. Donc là, c'est vraiment un raisonnement. Dire X inférieur ou égal à K, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire X égale 1, ou X égale 2, ou X égale 3, etc. Et on pouvait le faire comme ça avec une union. L'union nous obligeait ensuite à dire que l'union est disjointe, parce que X est une variable aléatoire. Et ensuite, quand on passe à P de X plus petit que K, ça nous fait une somme. Somme I allant de 1 à K de P de X égale I. Et là, on se lançait dans une somme géométrique, en fait. Donc, 1 moins P puissance I moins 1 fois P. Et donc, on faisait la somme et on trouvait un certain résultat par la méthode 1. Il y avait une méthode 2. Donc, normalement, le résultat qu'on trouve, c'est 1 moins P puissance K. Mais moi, je préfère la méthode 2. Et souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est que le début du sujet, il est très important parce que c'est là qu'on annonce au correcteur, regardez qui je suis. Si on lui met une méthode élégante, tout de suite, le correcteur, il va se dire, oulala, lui, il est bon. Alors que celui qui va faire une méthode un peu lourde, le correcteur va se dire, bon, il a fait une méthode lourde, il a bon, je mets les points, bien sûr. Mais c'est important d'envoyer un signal fort au début. Donc vraiment, si j'ai un message clé aussi à vous donner pour EM Lyon, EDEC, HEC qui vous attendent, c'est essayer de bien commencer. Pas forcément commencer par l'exo, hein. Pas forcément commencer par la première question. Mais par contre, ce que vous allez commencer à écrire, il faut que vous soyez hyper fier de ce que vous allez écrire. Donc là, première question, on obtient ça, méthode 1. Méthode 2, moi, j'aurais plutôt raisonné en protocole, c'est-à-dire X plus grand que K. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'événements? On sait en fait qu'une loi géométrique, ça mesure le temps d'attente du premier succès lors d'une succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire X plus grand que K? Ça veut dire qu'on a en fait des échecs. On a des échecs de la première épreuve, de la première épreuve à la 4e épreuve.
C'est donc, et là je ne rédige pas comme il faut le rédiger le jour J, je vous donne juste l'idée. C'est donc en fait une intersection d'échecs. C'est-à-dire qu'on n'a que des échecs du rang 1 au rang K. Voilà l'événement. X strictement plus grand que K, c'est je n'ai que des échecs du rang 1 au rang K. Alors là, je précise juste que P de X plus petit que K, ce n'est pas 1 moins P puissance K, ça c'est P de X plus grand que K. Hein. Ça c'est P de X strictement plus grand que K. Peut-être qu'il y en a qui se mettaient en mode panique. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est ça le résultat. Et ensuite, une fois que j'ai compris dans la méthode 2 que X strictement plus grand que K, c'est avoir K échec lors des K premières épreuves, et bien du coup, après, les événements sont indépendants, puisqu'on est dans une succession d'événements indépendants. Et donc, P de X plus grand que K, c'est en fait un échec K fois. Donc, c'est un produit d'échec, si vous voulez, c'est produit de 1 moins P pour I variant de 1 à K. Et donc, ça nous fait 1 moins P puissance K. Et donc, avec cette méthode-là, directement, on avait le résultat, 1 moins P puissance K. Dorian, tu avais une petite question peut-être là-dessus? Non, c'est assez clair et justement, je m'adressais aux étudiants si jamais ils avaient des questions. Pour le moment, tout est bon et on peut justement donc dérouler. Et c'est vrai que là, c'était une première question, en tout cas pour pas mal d'étudiants, parce que pour rappel, hein, écrit comme première épreuve pour les étudiants qui passent les concours cette année 2024. Et moi, je me rappelais au tout début de l'épreuve, c'était une matrice A carré que je devais calculer à l'époque. Et à chaque fois, on n'est jamais serein, on n'est jamais sûr de son résultat en fait au tout début des concours parce que bah, c'est la première composition en fait réelle et concrète qu'on fait. Et du coup non, c'est juste un petit message aux étudiants et notamment pour ceux bah, qui ont beaucoup hésité ou qui étaient un peu en panique sur le calcul de ce résultat-là. C'est normal, il faut un petit peu se roder, il faut se mettre dans l'ambiance, je dirais, dans le jeu du concours. Donc on peut passer ensuite du coup à la suite, Olivier. Ouais, là, du coup, comme on est un peu stressé, effectivement, en première question, on ne nous donne pas la réponse. Donc, on peut se dire, oulala, ça se trouve, ce que j'écris est faux. La bonne nouvelle, c'est que la question B, vérifier que, nous permet de voir que, ben oui, quand je faisais bien Rx de K sur Rx de K moins 1, on obtenait bien 1 moins P. C'était en fait 1 moins P puissance K sur 1 moins P puissance K moins 1. K-1. Donc, on obtenait bien 1 moins P. Et c'est là finalement où je te coupe, Olivier, hein, mais la lecture, encore une fois, on le dira jamais assez, mais ça sera hyper important, que ce soit pour les maths EM, les maths EDEC, les maths HEC, les maths 2, de vraiment bien lire le sujet. C'est un puzzle. Et si justement vous avez une bonne lecture du sujet, ça peut vous permettre justement de voir en fait directement, bah, ok, si je trouve quelque chose qui ne contient pas de 1 moins P, sachant que la réponse 1B, enfin la réponse pardon qui est donnée dans le 1B, bah, justement possède 1 moins P, il peut y avoir des problématiques. Donc vraiment bien lire le sujet pour un petit peu s'en imprégner, du moins au moins les différentes parties que vous allez traiter au fur et à mesure. C'est hyper important ce que tu viens de dire, Dorian, et je me permets encore d'enfoncer le clou. Je ne l'ai pas dit, mais là, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est pas juste pour le live. Là, ce que je vous ai dit en disant, tiens, moi, j'aurais commencé par le 3, puis le 1, puis le 2, c'est parce que j'ai fait ce qu'on appelle chez nous la technique du survol. On survole le sujet et on voit les points qu'on peut aller chercher sur chacune des questions, mais en mode rapide. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas de savoir quelles sont les méthodes sur toutes les questions, mais c'est de dire, OK, là, X plus grand que K, trop bien, ça je connais, ça me fait penser à ESSEC 2016, que je pourrais vous insérer, je peux vous insérer après, je vous l'enlèverai. Voilà, ESSEC 2016, ici, où on avait le lien entre anti-répartition et P de X égale J. Question qui tombait juste derrière, P de X égale K à l'aide de Rx, eh ben, c'était ESSEC 2016 en fait. Donc, première question d'ESSEC 2016. Donc là, on avait des grands classiques en fait qui se cachaient derrière. Alors, attendez, je vais enlever ESSEC 2016. Voilà. Parenthèse refermée sur ESSEC 2016. On se remet sur Écrit-Com. Oui, donc je disais, technique du survol. Là, je vois, OK, anti-répartition, je connais. J'ai déjà fait des sujets dessus. Ensuite, je vois ici, là, A sur factoriel n moins B sur factoriel n plus 1. Ça aussi, ça me fait penser à des choses. Ça va sans doute être une histoire de télescopage. Donc, je me dis, tiens, ça, je vais le faire. Et donc, j'annote. Hein. Moi, ce que je faisais, ce que je vous conseille de faire, c'est d'annoter le sujet, de dire, tiens, ça, OK, télescopage. Même si ce n'est pas ça, ça se trouve, ce ne sera pas ça. Mais en tout cas, ça nous donne des idées. On sait que ça va être du calcul. Il y aura une histoire de télescopage dans la question d'après. Là, on se doute que quand on voit le A et B, on se dit, ça va être du théorème de transfert. Voilà, ça, vraiment, le survol rapide, on se dit, OK, E de x plus 1, x moins 1, x plus 1, admet une espérance, ça va être une histoire des théorèmes de transfert. Donc voilà, une fois qu'on l'a en tête, on avance, on continue notre survol et on fait notre stratégie, etc., etc. Là, je voulais juste revenir sur ce que je vous ai dit sur l'ESSEC 2016. Cette question 2A, là, il faut que je vous fasse quand même un petit rappel parce que
penserez à nous quand ça tombera la semaine prochaine. Il y aura forcément, encore une fois, ce grand classique du concours que je vous remets. Donc, rappel de petits points méthodo, là, ici. Point méthode. Point méthode. Si x de oméga est à valeur entière, c'est-à-dire est inclus dans z, on a en fait P de x égale K. Il faut connaître les 4 trucs que je vais vous mettre là. Donc, le premier, c'est celui qui nous est donné là. P de x strictement plus grand que K moins 1 moins P de x strictement plus grand que K. Le deuxième qu'on peut avoir, c'est P de x supérieur ou égal à K moins P de x supérieur ou égal à K plus 1. Le troisième, P de x inférieur à K moins P de x inférieur ou égal à K moins 1. Et le dernier, P de x inférieur strictement à K plus 1 moins P de x strictement inférieur à K. Voilà. Ces 4-là, c'est par cœur. Ça va tomber, ça vient de tomber. Et donc ça, ici, je voulais quand même vous le préciser. Ces questions-là, elles sont très importantes. Ça, c'était pour l'exo 1. Donc dans la petite sélection de questions que je prends, il y avait ça. Là, ici, après, je voulais passer à l'exo 2 qui est peut-être un petit peu plus dur. Là, ici, on a du télescopage, je pense. Là, on doit obtenir sans doute 1 sur n moins 1 sur factoriel n plus 1, sans doute, un truc de style. Et ensuite, on arrive à déterminer la valeur grâce à du télescopage. Là Et aussi, après une très question important. 4 finalement qui revient un petit peu sur du cours et en fait on voit ici justement que si on nous a demandé un petit peu plus haut de calculer n sur n plus 1 factoriel derrière par rapport à A et B, on se doute que notamment sur la question 4A et 4B d'ailleurs, on va avoir une utilité finalement à recycler un petit peu cette démonstration qu'on a montrée en 3A très probablement et derrière après ici pas mal de rédaction avec l'espérance, la variance, donc bien utiliser, je dirais, encore une fois, cette partie rédactionnelle qui est essentielle et pas directement admettre qu'il y ait une variance ou une espérance. Donc, élément, je dirais, qui était assez important ici. Ouais, et puis en plus, alors moi je l'ai pas faite, hein. Pour votre information, j'ai passé l'après-midi à faire le sujet de Matapro et le sujet de Matapli en survol. Donc j'ai pas fait les questions dans le détail. Mais là, on a, en voyant cette question, là, calculer E de x moins 1, x plus 1, ça m'a l'air d'être assez sympathique. Alors là, je vais pas prendre des précautions. Normalement, il faudrait passer à la somme partielle pour montrer l'absolue convergence, puis la convergence, et ensuite directement mettre en l'infini. Mais là, on est entre nous. Je vous montre juste un peu l'idée, c'est que en fait, d'après le théorème de transfert, E de x moins 1, x plus 1, c'est égal à la somme des... donc c'est f de k, donc ici ça va être quoi? Ça va être k moins 1, k plus 1, p de x égale k, pour k qui appartient à x d'oméga. Et comme p de x égale k, donc on y va, on l'écrit, c'est factoriel k. Hop. Non, c'est K, pardon. C'est K. Hop, je vais le mettre comme ça. Ça fait K, K plus 1 sur factoriel K plus 1. K appartenant, alors X d'oméga, ici, la valeur dans N étoiles. OK, N étoiles. Bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe, alors déjà, on observe que le premier terme, il est nul. Donc, ça me fait somme allant de 2 à plus l'infini. Une fois de plus, hein, attention, il ne faut pas écrire ça sur une copie, parce qu'il faut d'abord préciser que ça converge. Mais là, juste pour vous montrer l'idée. Là, on observe en fait que K-1, K, K plus 1, regardez, je vais le faire apparaître. K-1, K, K plus 1, c'est en fait c'est les 3 premiers membres de la factorielle qui est au dénominateur. Et du coup, ça se simplifiait. On obtenait ici, tac, 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 on obtenait la somme K allant de, si je fais le changement d'indice, 1 sur factoriel K. Et là, 1 sur factoriel K, j'espère que c'est bon pour vous. Ça ressemble quand même à une série exponentielle. Je vous rappelle le cours, hein, xk sur factoriel k qui est égal à exponentielle x. Donc là, on obtenait sans doute E. Donc voilà, il y avait ici, donc sans doute, un théorème de transfert avec ici des choses qui se télescopaient au numérateur et au dénominateur. Et on rejoignait quelque chose de classique. Donc voilà, ça c'était sur C'est l'exo clair. 1, Dorian. Ok, Si je... et justement, on nous a demandé notamment un petit focus sur sur la partie 4 de l'Exo 1, avec pas mal de Python finalement. Ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions au niveau du Python, donc qui prenait quasiment une page.
Donc si on peut juste rapidement faire un petit focus par rapport à ça. Et aussi, est-ce que tu penses que c'est rémunérateur de faire du Python? Ça, c'est assez classique comme question, Alors, mais la question est assez rhétorique. La réponse. alors juste chez MyPrépa, je vais peut-être décevoir ceux qui sont derrière, mais chez MyPrépa, il y a deux personnes qui s'occupent du Python, enfin notamment de la partie base de données. Et c'est donc moi du coup sur la partie base de données, je me suis pas mis à jour encore. En revanche, j'ai demandé au professeur qui s'occupe de ça et il m'a répondu texto. C'était très simple parce que c'était apparemment une application directe du cours et le cours est quasiment inexistant en Python, pardon, sur les bases de données. Donc, c'était a priori une question simple. Maintenant, je n'ai pas envie de vous enfumer parce que je ne suis pas suffisamment au point sur la partie SQL pour être pertinent. En revanche, sur les autres questions Python, il y a quelques questions Python qui, elles, s'apparentent au Scilab, au Turbo Pascal, et où là, je suis à jour. Et donc, on va pouvoir zoomer dessus. Cette partie-là, je ne peux pas t'aider. Mais par contre, pour répondre à ta question, Dorian, est-ce que le Python est rémunérateur? Si tu savais à quel point j'ai saoulé mes élèves cette année sur le Python, je pense qu'il y aura beaucoup de Python, en appro comme en appli d'ailleurs. Et je le vois notamment sur les sujets des oraux d'HEC. Quand tu regardes ce qu'ils ont donné aux oraux d'HEC l'an dernier, il y avait du Python à chaque exercice en maths appliquée. Et le rapport de jury disait spécifiquement qu'ils veulent mettre du Python parce que c'est sans doute le chapitre qui va être utilisé ensuite plus tard par certains dans la vie active quand vous serez en contact de développeurs qui feront de l'algorithmique et souvent, et parfois, ils codent en Python. Donc, le Python est un chapitre à part entière très important, qui est d'ailleurs transversal, que vous retrouvez sur tous les chapitres finalement, et qui est très rémunérateur. Moi, ce que j'ai coutume de dire à mes élèves, c'est que à l'époque, c'était Turbo Pascal, Scilab, etc. Le Python, c'est 4 fois plus rémunérateur. Une question Python, c'est 4 fois plus rémunérateur qu'une question non Python. Ça veut dire que concrètement, pour avoir 20 au concours, il faut marquer un point toutes les 10 minutes. Eh bien, en Python, si vous passez 10 minutes sur le Python, vous pouvez y aller gagner 4 points. Donc, une fois de plus, en moyenne, bien sûr. Donc, et moi, j'ai un exemple. Une élève, une année, c'était en 2011. Elle était franchement pas terrible en maths. Franchement, hein, et pourtant, on a travaillé, etc. Eh bien, elle a eu 14 à la maths 2. Je lui dis, mais comment t'as fait? Des 2 années de prépa. J'ai pris la copie et en fait, elle avait fait, à l'époque, c'était le Turbo Pascal. Elle avait fait le Turbo Pascal et elle a eu 14 en faisant quasiment rien sur la maths 2 de l'ESSEC. Donc, oui, le Python, c'est très rémunérateur. Donc, je Ok. vous invite fortement à le faire, avec le bémol que parfois, le Python, vous allez bloquer parce que mathématiquement, c'est compliqué. Donc, le Python est entremêlé avec les chapitres de maths, mais du coup, il faut en faire pour que le langage soit plus une barrière pour vous. Donc, ok, bah, Dorian, dans tous les cas, enfin, vous le saviez déjà avant, mais il faut vraiment bien faire le Python. Si vous n'avez pas réussi justement des questions sur les maths écrits comme, il faut absolument reprendre les questions pendant les quelques jours là que vous allez avoir avant l'ABC. Il va y avoir 4-5 jours, 4 jours précisément même, avant l'ABC. Donc, il faudra bien réviser, ajuster. Et justement, la partie SQL et de manière générale Python, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a faite sur Mister Prépa qui reprend un petit peu les bases à avoir pour justement bien réussir au Python. Donc on vous mettra la vidéo directement en description pour ceux qui vont regarder en replay. Mais sinon, je vous invite à aller directement sur Mister Prépa, vous tapez Python et vous allez avoir une vidéo qui décrypte, je dirais, les éléments clés à avoir en tête avant le concours, notamment pour ceux qui sont un petit peu moins bons sur la partie Python. Et ça nous amène du coup, Olivier, sur l'exercice 2, donc un exercice ici donc d'analyse qui portait donc sur des intégrales. Ouais, alors l'exercice 2, il a dû en surprendre. Je ne sais pas comment réagissent les gens là sur le live, mais Bah, je dites-nous pense un que petit c'est peu en ce que commentaire votre réaction ouais, un petit si peu vous par avez rapport à ça. aimé Qu'est-ce que vous en l'Exo avez 2. pensé? Parce que donc l'Exo 2, on se dit au début, tiens, le truc, il a l'air bidon, sauf qu'on n'est pas habitué à le voir comme ça. Le exponentiel moins 2at moins t carré égale petit o de 1 sur t2, on n'est pas habitué à le voir comme ça. On est habitué à le voir comme ça. Je vais te montrer, Dorian, d'habitude, ce qu'on voit, nous, dans l'Exo 2, question donc 1a, c'est limite de x exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, croissance comparée, ça fait 0. Et donc, souvent, on aura limite de. Alors, c'est même parfois x alpha, c'est un truc comme ça, pour tout alpha.
alpha réel. Là, c'était un peu plus tordu. Il nous mettait un exponentiel moins 2at moins t2. Bon, comment faire pour s'en sortir? Bon, bah là, en fait, l'astuce qu'il fallait avoir, c'était une astuce de lycéen, en fait. C'était de se souvenir que exponentielle, enfin un petit rappel de cours, exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a, exponentielle de b. Désolé de revenir au basique, je le fais tout le temps en cours parce que les basiques sont très importants. Là, en fait, regarde Dorian ce qu'on faisait là, ici, moins 2at moins t carré. Donc là, on veut montrer en fait que la limite, ce qu'on cherche, c'est à montrer que la limite quand t tend vers plus l'infini de ce machin-là, on veut montrer que ça fait 0, point d'interrogation. Bon, et bien là, il fallait penser à se dire, ben, exponentielle, ça fait quoi finalement ce truc? Ça me fait t2 exponentielle moins t2 que multiplie exponentielle moins 2at. Tu vois, donc j'ai séparé en fait ici ce exponentielle moins 2at moins t carré, je l'ai séparé en deux. Le exponentielle moins t2, je l'ai mis avec t carré, et le exponentielle moins 2at, je l'ai mis devant, ici. Ce qui fait que ben, la première portion, ici, j'utilise les croissances comparées. Ce truc-là, ça tend vers 0 par croissance comparée. Et ce truc-là, ben, quand t tend vers l'infini, vu que A ici, j'imagine, on va regarder. Ah non, ici, A, ouais, donc il y avait encore un autre piège. Et tu vois, je viens de le voir avec toi là. A ici était un réel. A est un réel. Donc, si A avait été positif, youpi. Là, donc là, du coup, je fais un premier cas. Premier cas. Si A est positif, positif ou nul d'ailleurs, ça marche aussi, ça fait bien 0. Et après, il fallait faire du coup un deuxième cas. Deuxième cas, si A est strictement négatif. Et justement, on a une question là, enfin, on a trois étudiants qui ont réagi directement. Ouais. Donc déjà un étudiant qui nous a, enfin non, trois étudiants. Donc un étudiant qui nous a dit qu'il a pu tout faire sans problème, qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Et là, on nous a demandé justement au niveau des équivalents. Est-ce qu'il y avait une possibilité finalement d'utiliser des équivalences? Je te laisse finir hein, ton deuxième cas, mais c'est une question là qu'on a eue de la part de plusieurs étudiants. Une équivalence en l'infini, oui, effectivement. On peut dire, alors je réfléchis avec vous là, mais de dire que exponentielle, c'est peut-être ça qu'ils ont en tête, moins 2at. Le problème des équivalents, moi j'aime pas les équivalents, je vais te dire pourquoi dans ce genre de questions. C'est qu'on ne peut pas composer les équivalents. Donc tu vois, tu as moins 2at moins t carré qui est équivalent à moins t carré en l'infini. Mais après, on ne peut pas composer les équivalents. Donc c'était maladroit de le faire comme ça. Donc moi, je pense qu'il fallait soit distinguer les cas comme je fais, soit en fait, on aurait peut-être pu le faire directement, mais cette fois en mettant T2, je vais vous montrer comment, T2, E de moins AT ensemble, E de moins 2AT d'ailleurs ensemble, fois exponentielle moins T2. Tu vois, et c'est celui-là où on disait par croissance comparée, ça tend vers 0. Et celui-là, il tend toujours vers 0. Donc ça marchait en fait de le faire comme ça. Après, il y a les puristes d'analyse, et notamment en maths pro, et en maths appli, peut-être les meilleurs d'entre vous ont ce raisonnement-là aussi. C'est que moi, le cours, c'est x alpha e de moins x qui tend vers 0. Là, on a t2 e de moins 2at. Donc, en toute rigueur, ici, comment est-ce qu'on pouvait le faire apparaître? Je réfléchis. T2, comment on le transforme, ce truc? On fait T2 exponentielle moins at au carré. Donc, on est presque dans... mais même là, on est quand même gêné. On est quand même gêné, donc je ne vais pas le faire comme ça. On est obligé de faire ça, en fait. Moins 2at. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait ici un 2at. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un 2at carré exponentielle moins 2at pour rejoindre ce x alpha e de moins x. Il faut en gros que ce qui est ici doit être exactement la même chose que ce qui est dans le ici, là, entre parenthèses. Et pour que ce soit égal, du coup, il fallait diviser par 1 sur 2a carré. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir la méthode bonus, quoi. Et La rédaction bonus. on n'a pas ici un enjeu de se dire, tu vois, on fait t carré sur E2AT, finalement, parce qu'on sait que un E de moins quelque chose, exposant moins quelque chose peut être mis finalement, tu vois, sous un dénominateur. Ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que le cours me dit que c'est x alpha sur exponentielle x, et non pas x alpha sur exponentielle bêta x, tu vois ce que je veux dire? Le Ok. cours, précisément, c'est ça.
C'est pour ça qu'il faut que ce qui est en haut et ce qui est dans le x ici soit la même chose. Or, là, il y a un bêta qui nous embête. Mais en fait, il nous embête que moyennement parce qu'il suffit que je multiplie en haut et en bas par 1 sur 2 à 2 et on a le problème qui est résolu puisque là, après, je pose le changement de variable x égale à 2at et on a bien après, on dit or, limite de x carré e de moins x égale 0 quand x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Donc, en posant le changement de variable x égale à 2at, on a bien que la limite de 2at carré e de moins 2at vaut 0 aussi, quand t tend vers plus l'infini. Et après, on multiplie par ce qui reste. On multiplie par 1 sur 2 à 2, et ça ne change pas l'histoire, tu vois, c'est la même chose. Et après, je dis, et comme limite de, il restait quoi, e de moins t2 quand t tend vers plus l'infini, égale 0, et bien en fait, par produit, en fait, on a une quantité qui tend vers 0 et l'autre qui tend aussi vers 0. Donc voilà, là, je le fais vraiment en live avec vous. Hein. Finalement, on n'avait pas besoin de distinguer deux cas. Là, j'ai fait le cas général qui marche pour tout. C'est juste que dans le cas où A était positif, moi, j'avais choisi de marier T carré et E de moins T2. C'était un peu plus malin parce que là, j'avais directement une croissance comparée, en fait. Donc voilà, dès la première question de cet exo 2, du coup, pas si évident, quoi. Si on veut bien le faire, ça demandait du soin. Ça, c'était donc le premier point. C'est pour ça d'ailleurs qu'on devait montrer, et après du coup au moins on avait le résultat qui était un petit peu directement soufflé pour la déduction de JN qui convergeait et forcément là absolument se servir de la réponse obtenue précédemment. Donc si vous n'avez pas utilisé la réponse quand il y a dans tous les cas quand vous avez un en déduire ou déduisez que quelque chose, il faut forcément, nécessairement je dirais même en fait, se baser sur les résultats qui ont été obtenus précédemment. Exactement. Donc voilà, effectivement, la B, pour ceux qui ont quand même un peu travaillé la matière, là, c'était une question qui était facile, puisqu'on a une négligeabilité. Il y avait quand même une petite subtilité. Donc, je me permets juste de pointer cette subtilité. Il y avait une petite subtilité. Attention, j'utilise en fait, donc moi, souvent, je fais des accolades. Je dis que les fonctions en jeu sont continues et positives sur… Alors là, il fallait faire gaffe, parce que l'intégrale de 1 sur T2 dt converge, mais pas en 0. Elle converge, par exemple, entre 1 et plus l'infini. Donc là, volontairement, on aurait pu mettre sur 1 plus l'infini. Donc là, ici, il y avait ce petit piège-là. L'une exponentielle moins 2at moins t2 est négligeable devant 1 sur t2 quand t tend vers plus l'infini. Troisième point, l'intégrale de 1, c'est là le petit piège, de dt sur t2 converge. On est d'accord, hein, c'est du Riemann avec 2 plus grand que 1. Donc, par critère ici de négligeabilité, on a bien que l'intégrale de 1 à plus l'infini, et non pas de 0 à plus l'infini, de exponentielle moins 2at moins t2 dt converge. Bon, et en fait, après, c'était un faux problème. Entre 0 et 1, en fait, d'Orient, il n'y a pas de souci. Comme la fonction qui a t associe exponentielle moins 2at moins t2, eh bien, c'est 0, ça veut dire continu sur 0, 1. On a bien que l'intégrale de 0 à plus l'infini, blablabla, converge. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivait à montrer la convergence de J alpha. Mais il y avait cette petite subtilité, j'espère que vous l'avez vu, ici sur le 1. On ne fallait surtout pas mettre intégrale de 0 à plus l'infini dt sur t2 converge. Ça, c'était très faux. Ça, donc, c'était une déduction pas très difficile, mais il y avait une petite subtilité. La question qui a été un peu litigieuse ici d'Orient, si l'élève qui m'a passé le sujet n'a pas su la faire, c'est que c'est une question, je pense, qu'il y en a mis beaucoup sur le carreau. Donc là, je me propose, Dorian, de un petit peu dire comment il fallait faire là-dessus. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais, tu me dis, hein, parce que sinon, ça peut déborder. Hein, on peut faire beaucoup de Pas maths. de souci. Non, c'est que il y a les appros et les ECT qui attendent. Et pour les appros, c'est après, très bien pour les appros. Restez les appros, parce que là, c'est une question qui était très sympa aussi pour les appros. Là, en fait, quand on regarde IA, donc il faut se remettre sur IA, IA de X.
IA de x, on a ce truc-là, qui n'est pas exactement ce J de A là, hein. Donc, du coup, là, ce qu'il fallait voir sur ce IA, c'est qu'il fallait le découper. Donc, IAX, il fallait le découper comme ça. Ça veut dire que c'est l'intégrale de x à plus l'infini et de exponentielle. Il fallait encore faire les règles du lycée. Moins 2ax moins 2at plus. Non, il n'y a pas, pardon, c'est 2ax, il n'y a pas de moins 2ax. 2ax et ensuite moins t carré dt. On a ça. Et après, par linéarité de l'intégration, on pouvait sortir exponentielle 2ax et on obtenait intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins 2at moins t carré dt. Bon, et après, on était presque là, tu vois, Dorian, on est presque sur JA qui était juste au-dessus, mais pas exactement non plus, parce que là, ça commence à x et non pas à 0. Donc là, tu le vois venir sans doute, il fallait faire une relation de Chasles. Ici, il s'agissait de dire par la relation de Chasles que c'est égal à l'intégrale de x à 0 de exponentielle moins 2at moins t carré dt, plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins 2at moins t carré dt. Et si on remet un peu les trucs dans l'ordre, ça fait exponentielle 2ax, facteur de... alors attends, là je me suis planté, de 0 à plus l'infini. Hein. Hop, de 0 à plus l'infini. Donc ça nous fait intégrale de 0 à plus l'infini, je la mets devant, exponentielle moins 2at moins t carré dt. Et là, je vais les permuter moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins 2at moins t carré dt. Voilà, j'ai scindé, tu vois ici, Dorian, j'ai scindé en deux. Là, je rejoins notre J alpha qu'on vient de gérer. On sait que ça, enfin JA ou J alpha, mais je crois que c'est JA. Et ici, on rejoint en fait le théorème fondamental de l'analyse. Là, ils nous disent en déduire que la fonction E1 est bien définie sur R. Là, en fait, cette fonction-là, elle est bien définie sur R, puisque la fonction à l'intérieur est continue sur R. Et donc, cette intégrale-là, c'est la primitive de la fonction à l'intérieur qui s'annule en zéro. Ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse. Et donc, cette intégrale-là est bien définie. On sait même mieux que ça. On sait qu'elle est C1 et on connaît même sa dérivée, si vous connaissez bien le théorème. Donc, on est en présence ici d'une fonction exponentielle qui, elle, est bien définie. J de A qui est bien définie, puisqu'on l'a montré juste au-dessus. Et là, on a, par le théorème fondamental de l'analyse, on a une intégrale qui est bien définie aussi. J2A Et qui est donc, convergente même, hein, c'est ce qu'on a juste au-dessus. Hein. Exactement. Du coup, là, ici, c'est un réel, en fait. Ce truc-là, c'est un réel. Donc, un réel, c'est bien défini. Donc voilà, donc ici, question un peu technique quand même, pas si évident. Je pense que, alors, je ne sais pas comment réagissent les étudiants qui sont derrière, mais je pense que là, c'était une question qui était un peu discriminante. Tu me diras, Dorian, Ouais, ok. les nouvelles du front. Donc voilà, ça c'était pour l'exo 2, je voulais zoomer là-dessus. Après, c'était là, ici, on a des majorations avec croissance de l'intégration, on y arrivait normalement. Mais c'était cette question-là qui était un peu litigieuse, je voulais faire un petit zoom dessus. Je voulais, Et qui sera bien moi, payé pour ceux qui l'ont fait. oui, et je voulais puisque tu veux que les étudiants soient bien payés, eh bien, on a ici des questions derrière dans la partie 3 qui, je pense, valaient beaucoup de points. Sur la loi normale, là, j'espère que ça va. Il y avait quand même des choses à faire. La question sur l'allure de la courbe, franchement, je trouve qu'elle n'était pas simple. Si on veut bien la faire, il faut un peu se poser, voir les limites, voir quelques points particuliers pour arriver à faire quelque chose, sachant que ça va sans doute être un truc qui ressemble à une loi normale, donc un peu en cloche comme ça. Et ici, exprimer P de x supérieur à x sous forme d'intégrale, ça, j'espère que ça va. C'était une histoire d'intégrale de donc la question 9a, hein, là, question 9a. Là, P de x supérieur ou égal à x, on a une intégrale de x à plus l'infini, ça de la densité. Et ça permettait de trouver cette expression à l'aide de IA. Et donc, on avait cette relation-là qui, a priori, n'était pas excessivement difficile. Il fallait faire attention.
question 10A, ici, ils nous disent, donc je me permets comme de rappeler que là, une fois de plus, le cours paye en fait. Hein. C'est-à-dire que peut-être que certains disent non, mais moi, je vais là sur la dernière semaine, je vais faire plein de sujets, plein d'exos, et vous allez voir, je vais retrouver des trucs dans les dents. Déjà, première priorité pour vous sur la semaine qui vient là, c'est de maîtriser parfaitement votre cours. Là, c'était une question cadeau. Pour ceux qui connaissent son cours, cadeau. Loi normale, j'applique. Et loi normale, c'est de la douleur. Hein. Dès que je prends 2 mois de vacances, c'est-à-dire jamais, mais que si jamais je prends 3 semaines de vacances, vous êtes sûr que parfois j'ai un trou sur la loi normale. Parce qu'en fait, il faut répéter, 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 répéter. Loi normale, elle n'est pas simple. Essayez de vous l'approprier en la répétant. Et du coup, là, ça paye de connaître le cours. Mais ici aussi, ça payait. Ici, quand on nous dit Z suit une loi normale centrée réduite, et alpha Z plus bêta suit la même loi que X, X suivant une loi normale, en fait, il faut que vous ayez en tête, je vais peut-être le mettre en rouge ça, que quand, donc rappel de cours, RC comme rappel de cours, quand X suit une loi normale de certains paramètres, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce paramètre-là, c'est l'espérance de X, et ce paramètre-là, c'est la variance de X. Ça, c'est, j'espère que ça c'est clair de votre côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quel était l'implicite de cette question 10A? C'était de se dire, attends, c'est deux lois normales, elles suivent la même loi. Ça veut donc dire que l'espérance et la variance sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on aura espérance de alpha z plus bêta, qui va être le premier paramètre de la loi normale, doit être égal à espérance de x. Et du coup, comme espérance de x, ça nous est donné. Vous vous souvenez que l'espérance de x, c'est le premier paramètre, donc c'est moins a. C'est moins a. Du coup, il suffisait ici d'Orient de faire une petite linéarité de l'espérance qui était gentillette là. Ça faisait espérance de z plus bêta égale à moins a. Et comme z suit une loi normale centrée réduite, eh bien, on sait que l'espérance de z, c'est le premier paramètre, comme je vous l'ai dit, donc c'est 0. Donc là, on sait que ce truc-là, ça valait 0. Ce qui veut donc dire que bêta égale vaut moins a. moins 1. Exactement. Donc tu as vu, là, il y a une question qui était quand même jouable, qu'on connaît bien le cours. Et pareil pour la variance. Variance de alpha z plus bêta doit être égale à la variance, je crois que c'était un i. C'est égal à la variance de x. Hein. Bon, et là, il y a un point de cours aussi. Ça fait alpha carré v de z plus rien, plus égal à 1i. Et donc, que vaut ici v de z? V de z, c'est le deuxième paramètre. Ça valait 1. Donc, on obtient que alpha carré vaut 1,5. Et donc, que vaut alpha? C'est là où il y a du suspense. Que vaut alpha ici? Alors, je te le fais en direct, parce que alpha, ça veut dire que c'est soit 1 sur racine de 2, soit moins 1 sur racine de 2. Déterminer en fonction de 2 réels. Pour moi, je prends, vu qu'ils nous disent déterminer 2 réels, moi, je vais prendre le plus simple. Parce que là, vous êtes d'accord, hein, ça pouvait être 1 sur racine de 2, pardon, ou alpha égale à moins 1 sur racine de 2. C'est l'un ou l'autre. Bon, ils nous disent déterminer 2, moi je prends la version positive. Donc là, je peux très bien dire que donc 1 sur racine de 2, z et bêta, j'ai trouvé quoi? Moins a. Moins a. Et x suivent la même loi. Suivent la même loi. Donc voilà, ici, moi, ce que j'obtiens, là, je le fais en live avec vous, hein, je n'ai pas fait avant. Moi, c'était après sur le Python que j'avais qui avait vraiment une très belle, je trouve, une belle question de réflexion. Une fois qu'on sait que x et alpha z plus bêta suivent la même loi. Et donc le alpha z, hein, c'est 1 sur racine de 2z moins a, et x suivent la même loi. Je sais que x suit une loi normale centrée réduite. Et on me demande, en fait, dans cette question-là, de recopier le programme Python pour qu'on estime, qui permet d'estimer la probabilité P de x supérieure ou égale à x. Bon, eh bien, c'est là qu'il faut réfléchir et se dire, OK, mais vu que x, ça suit la même loi que ce machin, et que d'après Python, quand j'ai bien travaillé Python, je sais que je peux simuler une loi normale centrée réduite avec RD point normal. Du coup, ils nous le disent d'ailleurs ici, Z c'est RD point normal, ça veut dire que ça va me simuler une loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que je vais mettre ici dans X égale à blablabla plus Z?
en fait, je vais mettre exactement ce que j'ai trouvé là. C'est-à-dire que x, ça suit la même loi que z. Donc là, ici, ce qu'il fallait sans doute mettre, si mes calculs sont bons, c'est de dire, bah, c'est égal à moins a plus z sur SQRT de 2. Voilà, ça c'était donc le premier point. Deuxième point, ils me mettent if num égale num plus 1. Alors là, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas dû comprendre ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'il veut nous faire dire, le truc? Le programme, en fait, il veut nous faire dire que quand x est plus grand, donc if x, quand x est plus grand que petit x, eh bien, et ça il va le faire, ils vont le faire 10 000 fois. Hein. 10 000 fois, ils vont simuler z. Donc, ils vont faire 10 000 simulations de z. Et du coup, ils vont, grâce à la relation entre z et x, ils vont faire 10 000 simulations de x. Et dès que x est plus grand que petit x, ils vont incrémenter un compteur de 1 à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sur les 10 000 tentatives, ils vont compter celles où x est plus grand que x. Et donc, à l'arrivée, num, qu'est-ce qu'il y aura dans num? Eh bien, il y aura le nombre de fois. Là, dans ce num-là, il y aura en fait le nombre de fois où x est plus grand que x. Donc là, quand je mets x est supérieur égal, hein, vous m'avez compris, c'est x supérieur égal x, 2 points. Donc, ça va compter le nombre de fois où x est plus grand que x. Mais du coup, comment je fais pour avoir une proba de x supérieur égal à x quand je connais le nombre de fois où x est plus grand ou égal à x? Bon, ben c'est là. Alors, au passage, je crois qu'il y a eu le même genre de raisonnement qui est tombé l'an dernier, à Écrit-Com d'ailleurs, je crois. En fait, là, ce qu'il fallait avoir en tête, c'est de se dire, ben, c'est comme un nombre de cas favorable sur nombre de cas possibles. Si je vous dis, j'ai eu sur 100 fois, j'ai eu 10 fois x plus grand que x, ben, ça veut dire que la probabilité que x soit plus grand que x, ben, j'ai 10 chances sur 100. Donc, il fallait penser à se dire, tiens, mais c'est en fait un nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc ici, ce qu'il demandait dans le return, là, c'était de mettre num, c'est-à-dire le nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles. Ben, j'ai eu combien d'expériences? J'en ai eu 10 000. Donc là, enfin, c'était pas sûr comme ça. Vous m'avez compris, en Python, c'est pas comme ça qu'on écrit. C'est num slash 10 000. Donc voilà, là, tu as vu, Dorian, ça demandait un peu plus de réflexion, de comprendre pourquoi en faisant 10 000 fois le truc, si je compte les fois où x est plus grand que x et que je divise par le nombre total de fois, on rejoint en fait cette fameuse formule que vous avez déjà eue en première année, mais je dirais même peut-être au lycée, c'est card de A en fait sur card de oméga. Qu'on peut aussi dire P de A, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ben là, il y a eu combien de cas favorables? Ben, il y en a eu num, ce qu'ils appellent num, qui est le compteur de fois où x est plus grand que x. Et quel est le nombre de cas possibles? Ben, j'ai eu 10 000 tentatives. Voilà, pour cette question 10. Et la question 11, c'était juste, on reprenait juste la question 9b et on pouvait faire la question 11, même sans avoir fait la question 10b. Et là aussi, donc j'en viens à un autre enseignement de ce type de sujet. Il faut vraiment aller au bout. Et même sur les questions à en déduire, parfois on y arrive alors qu'on n'a pas réussi la question 10b. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe souvent les étudiants qui sont altérés, en fait, sont affectés par une question qu'ils n'arrivent pas à traiter. Et souvent, ils sont un peu moins bons sur la question d'après. Non, on remet son titre en jeu et la question 11, on va la trouver. Et là, il s'agissait juste de réutiliser la 9b et on y arrivait sans trop de difficultés. Au top. Voilà, Dorian, pour l'exo 2. On passe très rapidement sur l'exo 3 pour pouvoir ensuite traiter dans les 5 minutes qui suivent, je dirais, les maths à pro. Donc, petit focus sur et balayage de l'exo 3 dans les grandes lignes, sans forcément prendre d'exemple ou autre, Olivier. Vraiment juste une analyse, je dirais, partielle du sujet. Ouais. Là, alors je vais mettre en plein écran. Là, ici, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on reconnaît, alors déjà, justifier que M est diagonalisable, c'était direct parce que c'est du cours. La matrice, elle est symétrique. Donc, symétrique à coefficient réel, mais bon, ce sera toujours le cas pour vous. Symétrique, donc diagonalisable, une ligne. Connaissance du cours, et bien une fois de plus, ici, question de cours. M plus I carré, là, on reconnaissait en fait, quand on fait M plus I,
M plus I, on reconnaît la matrice J. Et là, la matrice, il n'y a que des 1. Et cette matrice-là, j'espère que vous la connaissez, c'est du par cœur, c'est la matrice égale à 3J. Et donc, on a comme… alors ça, c'est… pardon, ça, c'est quand je fais J carré. Hein. M plus I au carré, ça fait 3J. Bon. Et donc, on a un polynôme annulateur ici, parce qu'on a J2 moins 3J qui vaut 0. Et donc, on pouvait trouver ici un polynôme annulateur de J. Et après, comment trouver un polynôme annulateur de M? Bon, on y arrivait aussi. Hein. Ce n'était pas non plus excessif. Puisque là, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais peut-être prendre un petit peu de place. Là, le polynôme annulateur, on a M plus I au carré qui fait, comme je vous l'ai dit, J au carré qui fait 3J. Mais 3J, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 fois M plus I. Donc, on obtient ici un polynôme annulateur, en fait. Quand je détaille, ça fait M2 plus 2M plus I2 moins 3M moins 3I égale 0. Je simplifie et j'obtiens un polynôme annulateur. Et c'est ce qui nous permettait ici de trouver, comme on a le polynôme annulateur, on a les valeurs propres possibles et du coup, on pouvait trouver ici les sous-espaces propres par le calcul sans trop de difficultés. Ici, montrer que P, là, une petite question, petite astuce quand même. Là, vous avez les étudiants, j'espère que ce n'est pas votre cas. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette question D, à mon avis? Il y en a qui ont fait la méthode avec le pivot de Gauss ou avec les systèmes. Là, on perdait un quart d'heure si on faisait ça. Là, attention, sur cette question D, il y avait beaucoup plus rapide. On nous donnait la matrice. Donc, il fallait juste vérifier. Donc là, dans le petit D, il fallait juste vérifier. On calcule P fois 1/3 de la matrice qu'il me donne. On ne dit pas que c'est P-1. Hein. On dit c'est égal à cette matrice. Je fais le calcul. Et comme par magie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'identité. Donc, P est inversible. Et P-1 vaut le truc. Donc, ça nous prenait 2 minutes. Alors que si on fait la méthode du pivot de Gauss, c'est un quart d'heure avec risque d'erreur. Donc, attention. Voilà pour ici sur cette question-là. Et après, bon là, c'était des récurrences. Donc là, vraiment, c'était des récurrences. Et après, on itérait avec cette fois J, la matrice J, vous avez vu ici, il l'appelle aussi J, Jn, où là, cette fois, c'est une matrice d'ordre n. Bon, ben là, par récurrence, on montre que, donc là, il fallait faire une récurrence ici sur cette question-là. On faisait une récurrence qui nous permettait ensuite, ici, de faire une méthode du binôme de Newton. Ici, nous ne le mettez pas. Mais sans doute ici, on avait une histoire de binôme de Newton qui se déguisait. Il y a quand même des éléments, je dirais, qui font un peu écho, quoi. Quand on voit, je veux dire, cette structure-là, ça fait quand même pas mal écho à un binôme de Newton, surtout dans des questions classiques où on a une récurrence juste avant. Voilà, c'est quand même un petit peu téléphoné et c'est pas mal de réchauffer pour les étudiants, encore une fois, qui sont bien entraînés et qui ont fait pas mal d'annales. Voilà, c'est une structure que vous maîtrisez bien. Très logiquement et à préparer une question, je dirais 2D qui est encore une fois ici assez classique. Voilà, et ensuite, Un peu technique mais il y avait classique. Ouais, super classique. Super classique et ça tombe assez souvent en parisienne dans la version grande, comme ça, avec des grandes matrices. C'est assez rare d'avoir la version d'ordre n, comme ça, JN d'ordre n, sur des sujets écrits comme EDEC ou EM Lyon. Donc là, ils ont été audacieux, ils ont fait voilà, pour l'Exo 3, ils ont mis un truc un petit peu plus corsé, mais du coup, une très bonne répétition pour les parisiennes. Là, ensuite, partie 2, partie 3, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, franchement. Mais je pense que c'était sans doute du classique, parce que chaîne de Markov, j'espère que vous commencez à connaître. Et je pense que là, il y avait aussi des points sans doute à aller chercher là-dessus. On fera, nous, un corrigé détaillé dans les prochains jours. Je ferai sans doute une vidéo complémentaire après, où je parlerai aussi peut-être de ce détail-là. Voilà, Dorian, pour maths appliquées.